C'était un bâtiment harmonieux, arborant une façade néo-grecque, précédée d'un portique fait de 6 grandes colonnes ioniques reposant sur un escalier monumental jouant le rôle de soubassement. Le Grand Théâtre de Marseille, devenu municipal en juillet 1882, s'élevait entre la rue Molière et la rue Corneille, à droite. Il avait été édifié en 1781 sur un terrain laissé libre par le départ de l'arsenal des Galères pour Toulon. La musique et le théâtre ont toujours eu la faveur des Marseillais, et nombreuses étaient les salles dans la ville où se jouait la comédie, mais aucune n'avait les dimensions ni le caractère prestigieux que Marseille et son public auraient souhaité. Ce rêve des Marseillais de posséder une salle digne de ce nom et d'une ville comme Marseille devint réalité avec le Grand Théâtre. Quant à l'opéra, ce genre musical nouveau, venu d'Italie au milieu du XVIIe siècle, il s'implanta à Marseille grâce à la détermination et à l'opiniâtreté d'un certain Pierre Gautier, malheureusement bien oublié de nos jours. C'est avec lui que tout commença. En 1671, dans son modeste appartement de sa ville natale de La Ciotat, rue du Soleil, près d'une auberge du même nom, ce fils d'un tonnelier, passionné de musique, s'affairait toute la journée sur le clavier de son clavecin. Il avait alors 29 ans, et Catherine, son épouse, ne cessait de le rappeler aux réalités de ce monde et lui reprochait gentiment de n'être qu'un doux rêveur. Pour un salaire modique de 6 deniers et 45 livres, tous les 6 mois, il tenait l'orgue à 2 claviers de l'église des Accoules. Émerveillé par les mélodies chantées par les marins italiens, accompagnées à la guitare et extraites d'un Orfeo, d'un certain Monteverdi, dans une pièce de théâtre où les acteurs, au lieu de parler, chantaient, et que les Italiens nommaient opéra, Pierre Gautier ne rêve plus alors que d'aller à Paris et de créer devant le roi ce genre de musique nouveau qui certainement devrait avoir autant de succès en France qu'en Italie, pensait-il. Doux rêveur peut-être, mais rêveur obstiné. Auteur de nombreux motets, cantates, sonates pour clavecin, toccata pour orgue, Pierre Gautier, sûr de sa bonne étoile, prit un beau jour la diligence à Marseille pour monter à Paris, en compagnie de Catherine, et avec pour seul bagage ses précieuses partitions. Muni d'une lettre de recommandation du duc de Vendôme, il parvint à assister en 1682, dans la salle de l'Académie royale de musique, à une répétition de l'Armide de Jean-Baptiste Lully, qui, disait-on alors, faisait la pluie et le beau temps à Versailles. Pierre Gautier, après la représentation, rencontre Lully, se présente et lui confie qu'il a écrit un poème et composé la musique d'un opéra en 3 actes et un prologue intitulé « Triomphe de la paix », dans lequel l'allégorie se mêle à l'intrigue. Et il ajoute, encouragé par l'amabilité du maître, qu'il souhaiterait jouer cet ouvrage qui lui est cher à Marseille, avant de monter des opéras seria de Monteverdi, de Purcell et bien évidemment de Lully. Mais pour pouvoir obtenir l'autorisation de Lully, qui représente alors l'opéra dans toutes les villes du royaume, il se voit réclamer, à sa grande surprise, une somme considérable pour l'époque de 50 000 livres, une somme qu'il lui est impossible de récupérer même en vendant le peu qu'il possède. Gautier tente de négocier, mais Lully se montre intraitable. Alors, écœuré et furibond, le petit claveciniste ciotatin s'insurge contre le Florentin sans scrupule.
Vous n'êtes qu'un monstre de cupidité. Et Lully, stupéfait par une telle impudence, rétorque avec dédain. Vous n'êtes, monsieur, qu'une espèce de petit tonnelier provençal. Gautier, déchaîné, réplique alors que le tonnelier vaut bien le marmiton, fils d'un pauvre meunier de Florence. Alors, bizarrement, après cet échange d'amabilité, le miracle s'accomplit. Le grand Lully, qui n'avait jamais été aussi malmené depuis son arrivée à Paris, sourit sous sa grande perruque poudrée et avec une onctuosité d'ambassadeur, le félicite de sa franchise, lui pardonne sa fureur et, pour récompenser son courage, lui donne l'autorisation sollicitée sans qu'il soit tenu de payer le moindre denier. Il faut en convenir, peu d'hommes n'auraient osé parler ainsi au grand Lully, alors au fait de sa gloire. Et cette audace inouïe du claveciniste provençal paya. Elle est à l'origine de l'Opéra de Marseille. Pierre Gautier sortit grandi et respecté de cette singulière altercation et s'en retourna à Marseille en 1684, auréolé d'un immense prestige. Le duc de Vendôme reçut notre héros chaleureusement. Il en fut de même des échevins de Marseille et de l'ensemble de la population. Moins d'un an plus tard, la foule était immense à Marseille, dans une salle située dans le bas de la rue Saint-Féréol, pour assister à la première de Triomphe de la paix, et les Marseillais, à l'issue de la représentation, n'hésitèrent pas à proclamer haut et fort que Gautier était le plus grand musicien du siècle. Pierre Gautier avait atteint son but, et Catherine lui glissa tendrement dans l'oreille « Ta gloire commence !» Triomphe de la paix marqua le début de cette véritable histoire d'amour, avec ses orages et ses crises, entre le public marseillais et son opéra. Pour être objectif, il faut bien dire que Triomphe de la paix n'était pas un chef-d'œuvre inégalable, mais cet opéra en valait bien d'autres et n'était pas dépourvu de charme. J'évoquais précédemment le problème de l'exiguïté des salles à Marseille avant qu'il ne soit résolu par la construction du Grand Théâtre. Il faut signaler aussi une particularité marseillaise que les superstitieux ne manquaient pas d'observer. Toutes, ou presque, eurent un destin tragique. En 1692, la salle du Jeu de Paume, rue Pavillon, est détruite par un incendie. En 1694, pour la remplacer, s'ouvre entre la Canebière et la rue Saint-Féréol une nouvelle salle, un peu plus grande que la précédente. De retour d'une tournée triomphale à Montpellier, des chanteurs qui devaient s'y produire périssent noyés dans une violente tempête après l'embarquement à Sète. En juillet 1702, cette salle, comble de malchance, s'écroulera, sans cependant être totalement inutilisable. Elle sera ensuite la proie des flammes en octobre 1707. Les autres salles, devenues trop vétustes, n'ont pas la possibilité de la remplacer, et la salle du Jeu de Paume, devenue entrepôt d'un marchand de bois, a beau essayer de se refaire une beauté, elle ne peut dissimuler sa vieillesse et le danger bien réel qui en découle. En définitive, Marseille se trouve à ce moment-là sans aucun théâtre digne de ce nom, au grand désappointement de la population qui dénonce le manque d'entretien des salles de spectacle, comme il dénonce l'insalubrité d'un grand nombre de logements dans le centre-ville. Malheureusement, peu de choses ne semblent avoir changé à notre époque, tout au moins en ce qui concerne les logements. Pour nuancer ce tableau bien sombre, il faut noter tout de même qu'en 1734, une nouvelle salle de spectacle vaste, près de 750 mètres, et bien aménagée, voit le jour rue Vacon. Elle passera
pendant près de 50 ans pour l'une des plus belles de France, mais elle vieillira vite et en 1773, elle est, selon le sieur Donnet, dans un mémoire qu'il adresse aux échevins de la ville, défectueuse à tous égards, n'a qu'une issue en cas d'incendie et les murs tombent presque en pourriture. Il faudra encore attendre plus de 10 ans pour voir s'édifier en 1781 le Grand Théâtre de Marseille, qui ne sera inauguré qu'en 1787 et que l'on appellera d'abord Salle Beauvau. Dans la rue du même nom, en hommage au prince de Beauvau, maréchal de France et gouverneur de Provence de 1782 à 1790. Pendant plus de 130 ans, les rendez-vous lyriques majeurs et les grands chefs-d'œuvre dramatiques au Grand Théâtre attireront en foule les Marseillais comme les étrangers de passage. Les Marseillais étaient fiers désormais d'habiter une ville culturelle et de posséder un magnifique théâtre qui va accueillir au fil des années les plus grands musiciens, Berlioz, Offenbach, Gounod, Massenet, mais aussi le Marseillais Ernest Reyer, connu pour ses 2 opéras, Sigurd et Salammbô. Ernest Reyer, injustement oublié pour ses autres œuvres. Fier aussi de recevoir les plus illustres chanteurs et gloires artistiques du moment, comme le ténor Lefranc ou le baryton Dumestre. La fin du Second Empire fut marquée au Grand Théâtre par des créations magistrales, comme celle de Roméo et Juliette, de Gounod, et les Vêpres siciliennes de Verdi, ainsi que de l'Africaine de Meyerbeer en avril 1866, qui obtint un succès retentissant. En avril 1870 arrive à Marseille le pianiste et compositeur russe Anton Rubinstein, à ne pas confondre avec Arthur Rubinstein. Les 2 grands pianistes n'ont aucun lien de parenté. Anton Rubinstein est le fondateur du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, et s'il est à Marseille, c'est pour donner 2 concerts prodigieux au Grand Théâtre, dont les activités allaient cesser provisoirement 2 mois plus tard avec la guerre franco-prussienne, la chute du Second Empire et la Commune de Marseille. Elles reprirent après l'échec tragique de la Commune en avril 1871, et dans les décennies qui suivirent, de brillants spectacles contribuèrent à forger la réputation de Marseille, ville d'art et d'opéra. Une seule ombre à ce tableau presque idyllique, la place Beauvau, bien que restaurée et embellie en 1882, n'était guère attrayante, comme le souligne le Petit Marseillais. Sur la place Beauvau, il y a 2 Vespasiennes dépourvues d'eau. Malgré leur présence, le public continue à arroser outrageusement les murs du théâtre, et cela le plus près possible des portes et des guichets. En suivant les trottoirs, on éprouve le désagrément de passer contre les murs dont l'odeur et la malpropreté sont révoltantes. Bref, les abords du Grand Théâtre sont dans un état de saleté en hiver qu'il est bien difficile d'accompagner les dames au spectacle autrement qu'en voiture, ce qui ne laisse pas d'augmenter le prix des places. On peut supposer toutefois que la corporation des conducteurs de calèches ne s'en plaignait pas. Le Petit Marseillais pointe également du doigt l'insécurité le soir des spectacles, et pas seulement à cause des voleurs aux allées. Les personnes se rendant au théâtre ne savent plus comment arriver sous le péristyle, au milieu de la boue et des flaques d'eau qu'il faut traverser en hiver. On s'expose à être écrasé par les voitures constamment en mouvement aux heures de spectacle. Mais peu importe, les Marseillais râlaient, mais faisaient contre mauvaise fortune bon cœur, et ces désagréments ne les empêchaient pas d'honorer leur salle. Les activités du Grand Théâtre se poursuivront durant toute la Grande Guerre, avec une différence.
tous les ouvrages représentés se terminaient par des chants de circonstance. Le chant du départ, la marche lorraine, le Père la victoire et, bien évidemment, la Marseillaise. La fille du régiment, la Donizetti, et la vivandière de Godard tenaient régulièrement l'affiche. Et les concerts inscrivaient à leur programme l'ouverture Patrie de Georges Bizet. Le 13 mars 1915, au cours d'une soirée de gala donnée au profit des mutilés des armées de terre et de mer, des artistes mobilisés parurent sur scène en tenue militaire, suscitant une intense émotion et un tonnerre d'applaudissements. Julien Lafont, en soldat d'infanterie, Roger Gaillard, en artilleur, John Sullivan, en soldat anglais, et le ténor marseillais très populaire, Léon Campagnola, en cavalier des chasseurs d'Afrique. Léon Campagnola clôturera cette soirée exceptionnelle en entonnant une magistrale marseillaise. Le ténor marseillais triomphait régulièrement sur scène dans La Favorite de Donizetti et Faust, Salut, demeure chaste et pure. D'une grande générosité durant toute la guerre, Campagnola chanta de nombreuses fois pour les blessés à l'hôpital auxiliaire de la rue François Moisson, créé par l'Union des femmes de France sous la houlette de la Croix-Rouge. Pendant toute la guerre, de grandes voix se firent entendre au Grand Théâtre, notamment celles des cantatrices. Lucie Isnardon, émouvante Cassandre, humainement prophétique, dans Les Troyens, le créa en 1921, Rose Heilbronner et Dalma, celle de la somptueuse basse noble Fortuné Legros, ou encore des ténors Cazenave, Clément et surtout du Corse Cesare Vazzini, qui aurait été surnommé, dit-on, l'empereur des ténors par le tsar Nicolas II. Les succès des nombreux opéras, montés pourtant à l'économie au point de vue décor et mise en scène, assortis à celui des grands galas d'assistance aux victimes de guerre, permirent au Grand Théâtre de verser d'importantes sommes au bureau de bienfaisance et aux œuvres de guerre nationales et municipales. Le 12 novembre 1918, soit au lendemain de l'armistice, dans un enthousiasme indescriptible de la part du public marseillais, Rose Heilbronner chante le salut à la France de la fille du régiment. Et pour finir, le baryton niçois Édouard Rouard entonne la Marseillaise de sa voix d'airain. Quelques jours plus tard, le ciel se faisait menaçant sur la cité phocéenne. Ce matin-là, à l'aube, le petit port pittoresque de Malmousque fut réveillé par un violent orage. La pluie se mit à tomber sans discontinuer, et elle semblait s'acharner particulièrement sur une petite maison blanche et rose. Elle griffait la vitre avec rage et devenait de plus en plus intense. Soudain, Caroline crut entendre quelque chose au dehors. Quelque chose aux aguets qui tâtonnait le long du mur de la maison comme à la recherche de quelqu'un. Peut-être d'elle. Elle ouvrit tout grand les yeux en direction de la fenêtre sombre. Un visage, une hideuse caricature de visage, était collé au carreau. Un carreau, un masque d'un jaune pâle, aux yeux noirs tuméfiés et à la bouche tordue en un rictus qui saurait voulu sourire. Il disparut presque aussitôt, mais quelque chose marchait encore là dehors, à pas humide et furtif, qui s'évanouissait ensuite dans le bruissement et le crépitement des gouttes de pluie. Malgré sa terreur, elle ouvrit la porte et sortit. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui était accroché devant la fenêtre, un gros trèfle à 4 feuilles, récemment cueilli. Son cœur se mit alors à battre plus fort, et elle éprouva un soulagement irrationnel qui lui fit presque oublier le visage horrible. Mais soudain, elle se mit à trembloter de tous ses membres. Ce visage horrible qui lui
ne lui était pas inconnue. Elle le connaissait même très bien. Et c'est à cet instant-là qu'il apparut le long du mur, des larmes coulant à flots de ses yeux et se mêlant à la pluie de son visage ravagé. Elle se précipita dans ses bras en sanglotant. Rémy Boisseau, avec lequel elle s'était fiancée avant la guerre, était revenu de l'enfer des Dardanelles, marqué à vie dans sa chair et son esprit, mais vivant. Rémy faisait partie de l'armée d'Orient qui se battait depuis 1915 dans les Balkans aux côtés du Royaume-Uni contre l'Empire ottoman. Il était parmi ces hommes qui débarquèrent sur la presqu'île de Gallipoli pour débarrasser les rives du détroit des Dardanelles de l'artillerie lourde ottomane en avril 1915. Mais 8 mois d'affrontements terribles ne parvinrent jamais à faire bouger les lignes. Défiguré sur la partie droite du visage, il ferait désormais partie de la cohorte silencieuse et discrète des milliers de gueules cassées de la Grande Guerre. Dans l'illustration du 23 juin 1917, Henri Lavedan, évoquant les innombrables blessés, premiers témoins de la guerre, écrit « Tous ces blessés sont émouvants, mais parmi eux, les mutilés de la face forment une catégorie à part et finissent par se ressembler tous, comme s'ils étaient de la même famille. Ils sont les seuls qui n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche et de raconter pour qu'on sache tout. Leur visage parle, écrit, j'y étais. Il est un étendard criblé, un livret où sont tracées les citations, les actions d'éclat. Être décoré au visage, c'est bien mieux qu'à la poitrine, et les coutures font des croix et des étoiles qui ne peuvent pas s'enlever. Rémy Boisseau adhérera en 1922 à l'association des gueules cassées, l'union des blessés de la face et de la tête, fondée par 2 blessés du visage et présidée par le colonel Yves Picot. Cette association sera reconnue d'utilité publique en 1927 et prendra pour devise « Sourire quand même ». En attendant, Rémy n'est pas homme à se laisser abattre. Il entend bien reprendre sa place dans la société et retrouver du travail. Il n'a que 26 ans et se sent plein de vigueur malgré les épreuves qu'il a subies. Avant la guerre, il était apprenti menuisier et travaillait au Grand Théâtre de Marseille auprès de celui que l'on appelait familièrement le père Vacher, menuisier du théâtre, âgé d'une 60aine d'années. Et notre gueule cassée de l'armée d'Orient se présenta donc au Grand Théâtre en quête d'un emploi pérenne. On lui promet de lui apporter une réponse rapide. Il se sent soulagé, et au début du mois de janvier 1919, il obtient satisfaction. Il rentre au Grand Théâtre comme machiniste. En même temps, il continuera à assister le père Vacher dans ses travaux de menuiserie. Il est très bien accueilli par son directeur, Victor Audizio, dont le fils, Gabriel, sera dans quelques années un grand poète et romancier. Rémy ne dissimule pas son émotion, car le premier jour, tout le personnel de cette grande maison lui fait une ovation. Quelques mois plus tard, le 25 juin, le curé de l'église Saint-Féréol unit Caroline et Rémy par le lien sacré du mariage. La France suit alors, avec le plus grand intérêt et une certaine fébrilité, les discussions de la conférence de paix qui doit enfin tourner définitivement les pages sanglantes de cette guerre épouvantable qui fit en France près de 1,5 million de morts et plus de 18 millions dans le monde. Le 28 juin, à Versailles, dans la Galerie des Glaces, le Reich accepte les conditions de paix des Alliés. Après des mois d'âpres négociations au Quai d'Orsay entre Georges Clemenceau, Lloyd George, le Premier ministre britannique, Vittorio Orlando, le président du Conseil italien, et Woodrow Wilson,
le président des États-Unis, le but étant de réorganiser la carte de l'Europe et du monde à partir des intérêts de chaque nation et de considérations éthiques, d'équité et de justice, était enfin signé le traité de paix tant attendu, dit traité de Versailles. Clémenceau n'avait pas tort lorsqu'il déclara au lendemain de l'armistice du 11 novembre 1918 « Nous avons gagné la guerre, et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix. Ce sera peut-être le plus difficile. » Mais dans l'immédiat, les peuples ne se posent pas de questions. L'essentiel était que les armes se soient tues enfin. Avec le traité de Versailles, on sortait définitivement de ce cauchemar. Ce 28 juin, les canons tonnaient et les avions survolaient le palais où Wilson et Clémenceau se congratulaient. Quand ils regagnèrent leurs voitures respectives, les deux hommes furent ovationnés, embrassés, presque étouffés par une foule enthousiaste. Pour la petite histoire, ils ne durent leur salut l'un et l'autre qu'à l'initiative de leur chauffeur qui prirent le parti de foncer dans la foule pour lui faire peur et les dégager. Les journaux rivalisèrent de lyrisme pour évoquer cette journée historique. Pourtant, tout était loin d'être achevé. Bien d'autres questions restaient en suspens, dont le sort de l'Empire ottoman n'était pas le moindre. C'est ce qui préoccupait le plus Rémy, qui n'était pas parfaitement heureux, car toujours hanté par ce qu'il avait vécu, et que continuaient à vivre ses camarades sur le front d'Orient. Entre 1915 et 1919, on dénombrera 70 000 tués dans les Balkans et on estimera à 45 000 le nombre de blessés et à 285 000 celui des malades. Ce n'est que très progressivement que l'armée d'Orient fut démobilisée et l'armée française restera présente dans la région pendant presque 4 ans sous la forme de 3 corps d'occupation, armée de Hongrie, armée du Danube et corps d'occupation de Constantinople. Les dernières troupes françaises n'évacueront les Dardanelles qu'en septembre 1922. Au Grand Théâtre de Marseille, la signature de la paix sera célébrée comme il se doit par les Marseillais et l'on entendit à nouveau des chants patriotiques au début ou à la fin des ouvrages présentés, mais aussi le salut des nations, à savoir l'hymne belge, anglais, russe et français. Qui aurait pu se douter que la fin du Grand Théâtre était si proche? Ce jeudi 13 novembre, dans l'après-midi, on répétait l'Africaine de Meyerbeer, dont la première représentation avait eu lieu à l'Opéra Garnier à Paris en 1877. La dernière œuvre du grand compositeur allemand, créée de façon posthume en 1865, avait alors obtenu un immense succès à Paris et elle était régulièrement reprise presque un peu partout dans le monde sur toutes les grandes scènes. Campagnola, Léon Campagnola, tenait le rôle de l'explorateur portugais Vasco de Gama et il était fabuleux, disait-on, dans le grand air du 4e acte, Au paradis, l'air des larmes. L'ambiance était joyeuse, même si l'opéra était pessimiste. La critique musicale Violaine Angers parlera en 2006 du pessimisme meyerbeerien. Léon Campagnola était facétieux et, comme à son habitude, amusait ses camarades par des bons mots et des plaisanteries. Il parvenait à détendre même les plus crispés. En fin d'après-midi, une grande partie du personnel et l'ensemble des chanteurs étaient partis. Restait Campagnola, qui continuait à répéter seul son rôle. C'était un perfectionniste et il n'était jamais entièrement satisfait de lui-même. Autour de lui se trouvaient encore quelques machinistes, dont Rémy Boisseau, ainsi que le pompier de service Ernest Bille, l'électricien en chef, l'indéboulable M. Pesse, le concierge, employé depuis plus de 30 ans,
son fils, un ancien poilu, et son neveu, et enfin un mélomane marseillais qui assistait à toutes les répétitions, Antoine de Bouys. Dans un premier temps, personne ne prête attention à une légère odeur de brûlé. M. Pesque est le premier à réagir. Soudain, l'odeur devient épouvantable et une fumée à peine perceptible, puis de plus en plus intense, apparaît comme venant de nulle part. Cette fumée se fait rapidement plus intense et les passants de la rue de la Darse la voient à leur tour s'échappant de la toiture et s'en inquiètent. Soudain, un rideau de carton bitumé, puis un décor de toile et de bois s'embrasent. Le feu et la fumée, à une allure fulgurante, pénètrent dans le vestibule et le grand foyer du théâtre et surgit sur la scène où Campagnola, entièrement concentré sur son rôle, continue à chanter, inconscient du drame qui se joue. Les machinistes et le pompier s'écrient alors « Au feu! Au feu! Mais sortez tous !» Hébété, Campagnola reste prostré sur la scène. Rémy se saisit alors de lui et l'entraîne à l'extérieur, tandis que les autres machinistes se précipitent pour sortir le matériel situé à proximité. Tout se passe très vite. Bientôt, une foule grossissante s'agglutine sur la place Ernest Reyer. Un quart d'heure plus tard, tout l'opéra est en flammes. Larmes énormes répandant une pluie abondante de flamèches sur les bâtiments environnants, écrira le petit Provençal le lendemain. Au même moment, rue Corneille, le père Vacher bricolait dans son établi. Surpris par l'incendie, mais ne perdant pas son sang-froid, il enjambe la fenêtre du second étage et saute dans la couverture qui lui est tendue. Il lui faudra plusieurs petits verres d'eau-de-vie dans un estaminet voisin pour qu'il se remette de ses émotions. C'est bientôt tout le quartier qui est menacé par les flammes. Des bois enflammés s'abattent et sont projetés vers les maisons et immeubles environnants. Les locataires, des Algériens et des Grecs, fuient, les bras chargés de quelques hardes rassemblées à la hâte. Des morceaux incandescents atteignent même le quai du canal. La circulation des tramways est interrompue. Une fumée épaisse recouvre tout le quartier et la panique gagne la population. Tout le quartier va-t-il s'embraser? Des flammes surgissent sur un immeuble proche, mais on s'aperçut vite qu'il ne s'agissait en fait que de quelques linges étendus sur une terrasse que la grande chaleur avait enflammée. Rémy Boisseau n'hésite pas à retourner avec 2 de ses camarades machinistes dans les coulisses du théâtre pour sauver ce qui peut l'être encore. Du matériel d'orchestre, des costumes, des précieuses partitions, des archives du théâtre soigneusement conservées. Il sera chaleureusement remercié d'ailleurs par Victor Audisio et par M. Bellon, l'archiviste du théâtre. Les pompiers, arrivés promptement sur les lieux, déploient leurs tuyaux en quelques minutes. Dans tout le quartier, les pompes fonctionnèrent à plein régime, certaines installées dans les immeubles avoisinants pour mieux éteindre le brasier. Le petit Marseillais écrira dans son récit de cette soirée cauchemardesque: 3 pompes puissantes jetaient leurs gerbes d'eau par les fenêtres du premier étage en face de l'opéra. Le principal souci des pompiers était de circonvenir l'incendie et d'éviter sa propagation. Ils arrosèrent donc copieusement les maisons alentours. Fort heureusement, le propriétaire du café du théâtre eut alors la présence d'esprit de se précipiter dans son établissement pour arrêter les conduites de gaz restées ouvertes pour la préparation des boissons chaudes destinées à la vente du soir. Grâce à lui, on évita le pire. Aucune victime humaine ne sera à déplorer, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si le feu s'était déclaré en pleine répétition dans l'après-midi ou le soir lors de la représentation dans une salle bondée de spectateurs. Même un petit chien laissé dans la loge d'un artiste fut récupéré sain et sauf. Pendant toute la nuit, les pompiers poursuivirent leur travail, tandis qu'un important service d'ordre s'était mis en place.
Un barrage de troupes dans toutes les rues adjacentes empêchait à la fois l'envahissement des abords par les curieux venus en nombre et le pillage des locaux. Il facilita grandement le travail des pompiers, des médecins et des secouristes. À 21 heures, l'ensemble de la partie arrière du bâtiment avait brûlé. Informés du drame, les autorités, avec le maire de la ville, Eugène Pierre, et le préfet Thibon, se rendirent rapidement sur place. Il devait être 21h30. L'incendie ne sera finalement entièrement maîtrisé que vers 23 heures, et enfin noyé sous des trombes d'eau. Enfin, au petit matin du 14 novembre, seuls les sous-sols brûlent encore, mais très faiblement. Sous les ordres du commandant Quenin, les pompiers surveilleront les lieux durant toute la matinée. Enfin, conséquence inattendue du drame, plus d'une semaine après l'incendie, rue de la Darse, les pompiers actionnaient une pompe aspirante destinée à retirer l'eau si abondamment déversée des sous-sols et des caves inondées. Vous imaginez sans peine la consternation des Marseillais en constatant l'ampleur des dégâts. Certes, et chacun pouvait s'en réjouir, il n'y avait pas eu de victimes, mais l'édifice était dans un pitoyable état. Que restait-il de cette immense chaudière en ébullition, pour reprendre la formule du petit Provençal? Rien, ou presque. Les murs, les colonnades et le chapiteau du devant levaient seuls leur rigidité noire sur le rougeoiement du brasier qu'ils encadraient. Écrit Vincent Delpuech, le journaliste du Petit Provençal. Lorsque celui-ci pénètre dans ce qui reste du bâtiment, avec l'aval des pompiers, il ne peut dissimuler sa stupéfaction. C'est un spectacle affligeant qui s'offre à sa vue, même si tout n'a pas été systématiquement la proie des flammes. La buvette, quoique bouleversée, était restée intacte, écrit Delpuech. La bibliothèque et le tableau électrique aussi. Le foyer semblait avoir été épargné. Quant à la salle et à la scène, elles offrent le spectacle d'un désolant amas de décombres calcinés et fumants. En fait, les dégâts sont considérables. Et ce n'est que progressivement que l'on en mesurera l'étendue. Les experts avanceront le montant de 1 200 000 francs de dommages. C'est une somme considérable, et même si les risques du feu étaient couverts par 17 compagnies d'assurance, Victor Odigione avait souscrit même 2 supplémentaires lorsqu'il prit la direction du théâtre, la situation était, vous le pensez bien, catastrophique. Elle l'était aussi, bien évidemment, pour le personnel et pour les artistes. C'est pour aborder les conséquences sociales du drame que, sans plus attendre, dès le lendemain, le 15, Victor Odigione et les autorités municipales recevaient une délégation du petit personnel. Le problème était de taille. Que vont devenir les quelques 300 personnes employées ? On fit aussitôt appel à l'Office régional, départemental et municipal de placement gratuit, qui prit les choses en main avec compétence et intelligence, et va faire un travail remarquable. Les employés sont priés de remplir le plus rapidement possible des fiches afin de toucher une indemnité quotidienne et légale de chômage. Personne ne devait se retrouver sur le bord du chemin. Parallèlement, le syndicat des machinistes se réunissait à la Bourse du Travail pour résoudre au plus vite les problèmes les plus urgents. Mais le Grand Théâtre faisait vivre aussi tout un personnel auxiliaire de conditions modestes qui se trouvait directement impacté, depuis les marchands de billets jusqu'aux vendeurs de programmes, sans compter tous les petits restaurants, commerçants, coiffeurs, fleuristes, des rues Molière, Corneille, Beauvau, de la Darse et autres, qui ne vivaient presque exclusivement que grâce à la présence du théâtre.
C'est à un élan de solidarité sans pareil que l'on peut alors assister. Les autorités, les organismes institutionnels, la Chambre de commerce, mais aussi les entreprises marseillaises et même des particuliers se mobilisèrent comme un seul homme. Par ailleurs, une grande partie des subventions municipales accordées au Grand Théâtre furent affectées aux premiers secours. La saison lyrique avait déjà commencé, les troupes étaient formées, et il était pratiquement impossible pour le petit personnel, de même que pour les artistes, de trouver un engagement, et il fallait les aider à passer une période difficile. Il s'agissait donc, pour reprendre les termes du Petit Marseillais dans son édition du 15 novembre, de devoirs d'humanité à accomplir. Ce même jour, une somme de 1000 francs était remise à Victor Odigio pour payer les appointements des artistes. Je parlais d'un élan de solidarité sans pareil. Il faut bien voir que lors des drames ou des calamités, la solidarité marseillaise n'est pas un vain mot. Des représentations au bénéfice des victimes collatérales de l'incendie seront organisées un peu partout, dans les théâtres, les salles de la ville. Et le 24 novembre, en soutien aux artistes et au personnel du Grand Théâtre, Victor Odigio organisa à la salle Pratt, mise gracieusement à sa disposition par l'Association des concerts classiques, une représentation exceptionnelle du chœur national ukrainien. Nous avons vu précédemment le destin tragique de la plupart des théâtres, des salles marseillaises. Avant la construction du Grand Théâtre, incendie, effondrement, infiltration. Il faut souligner que le Grand Théâtre lui-même a failli être à plusieurs reprises la proie des flammes durant son histoire, notamment le 27 janvier 1854. Ce jour-là, lors du 5e acte du Prophète, le Prophète, notre opéra de Meyerbeer, la robe de gaze d'Ernestine Marat, la première danseuse, une jeune prodige de 13 ans, s'enflamma. Devenue torche vivante en quelques secondes, elle faillit propager l'incendie à tous les costumes et donc à tout le théâtre. Mais le danger fut vite circonscrit. La malheureuse, hélas, succomba peu après des suites de ses blessures. À propos de l'incendie de 1919, je voudrais à présent vous signaler un fait troublant, mentionné par le Petit Marseillais. La veille au soir, la représentation donnée était Mignon, opéra comique d'Ambroise Thomas. Or, 4 théâtres en France avaient brûlé au lendemain de cette représentation, ceux de Paris, Nancy, Rouen et Lunéville. Coïncidence sans doute, mais on peut néanmoins se poser la question: cet opéra comique était-il fatal au théâtre qui le programmait? Par ailleurs, autre coïncidence curieuse, le jour même où le feu se déclara, le 13 novembre 1919, la commission sanitaire réunie à la préfecture discutait des mesures à prendre pour prévenir le danger d'incendie qui ne pouvait pas être exclu dans certaines salles de spectacle de la ville. Il fut aussi question, bien entendu, du Grand Théâtre. Actualité brûlante, si j'ose dire, puisque dans les heures qui suivirent cette réunion, l'édifice était en flammes. Bien évidemment, une enquête fut menée par le chef du service de la sûreté, M. Lenoël, afin de connaître les raisons de la catastrophe. À cette question, le commandant Quenon répondit: « Le pompier de service a bien vu de sa loge une lueur sur scène et s'est précipité au téléphone. 2 minutes après, à son retour, tout le haut était en feu. Cette constatation semblerait faire croire qu'à l'origine il y eut 2 foyers, l'un sous la scène, l'autre au-dessus, tous 2 provenant sans doute d'un court-circuit jusqu'à plus ample informé. Ce sera la conclusion de l'enquête. Et par conséquent,
la version officielle, étayée d'ailleurs par les témoignages, dont ceux d'Antoine Bouis. C'est, dit-il, le concierge, M. Pêche, qui le premier a découvert la flamme et la fumée. Il voulut alors faire jouer un rideau de fer, mais ce mouvement a déclenché la vitrine mobile du ciel ouvert des coulisses, et un immense courant d'air a fait flamber d'un seul coup toute la scène et les décors qui s'y trouvaient entreposés. Le rideau de fer, alors porté au rouge, s'est effondré dans la salle, et les flammes ont envahi l'orchestre, les galeries, les loges et le plafond. Le grand lustre s'est abattu dans le brasier avec un terrible fracas, faisant une véritable place au feu. M. Pech confirma aux enquêteurs cette manœuvre avec le rideau de fer, mais la justifia en précisant qu'en ouvrant le ciel ouvert du monument, il voulait essayer de canaliser en hauteur l'incendie pour épargner ainsi les côtés du théâtre. M. Pech ne se remit jamais psychologiquement du drame dont il se crut en partie responsable. Mais, comme vous le savez, les Marseillais sont toujours soupçonneux et remettent souvent en cause les enquêtes officielles qui suivent les grandes tragédies. L'hypothèse de la main criminelle circula quelques jours plus tard, relayée par les journaux, dont le Petit Provençal qui écrit le 30 novembre « Sans trop nous avancer, nous croyons savoir que c'est cette dernière hypothèse qui est avancée. » Un criminel pyromane. Ce n'était pas invraisemblable. Et les doutes s'emparèrent bien évidemment des Marseillais. D'ailleurs, Antoine Bouis lui-même, qui pourtant le premier avait parlé d'accident, s'interrogea quelques jours après la publication de la version officielle. Personne ne veut croire à un simple accident. Les pompiers ont d'ailleurs relevé des traces d'explosion de poudre. Ernest Bille et Rémy Boisseau confirmaient ces traces, mais sans en tirer de conclusion. En revanche, Antoine Bouis n'hésita pas à aller plus loin. Le bolchevisme y est certainement pour quelque chose. Et pourquoi le grand théâtre brûle-t-il en pleine semaine de période électorale? Oui, en effet, la campagne des élections législatives, les premières depuis la fin de la guerre, battait son plein. Antoine Bouis et de nombreux Marseillais redoutaient la contagion de la révolution russe, qui se voulait, je vous le rappelle, internationale, et entendait bien s'exporter coûte que coûte. Les souvenirs des grandes grèves au printemps de 1919, et qui sporadiquement éclataient toujours, restaient vivaces dans l'esprit des Marseillais. Alors, comment ne pas penser, pour cet incendie, à la main de Moscou? Psychose révélatrice du climat tendu de l'époque. En attendant, les Marseillais sont toujours aussi nombreux à venir contempler avec tristesse les restes noircis de leur théâtre. Le résultat des élections législatives de novembre fut sans appel. On assista à une très large victoire du bloc national qui s'était réclamé de Clémenceau. Les Français envoyèrent à la Chambre des députés, un grand nombre d'anciens combattants et on lui donnera même le nom de Chambre Bleu Horizon. À Paris, c'est l'euphorie et Clémenceau est acclamé dans chacun de ses déplacements dans la capitale, ce qui n'empêchera pas les politiciens à le pousser à la démission en janvier 1920 et à renoncer à se présenter à la présidence de la République. Cette fois, dira Lloyd George, ce sont les Français qui ont brûlé Jeanne d'Arc. À Marseille, en cette fin novembre 1919, on parle davantage de l'incendie du Grand Théâtre que des élections législatives qui, contrairement à Paris, se traduisent par une victoire de la gauche, victoire confirmée au municipal. Une fois l'intense émotion retombée, les Marseillais entendent bien retrouver leur salle le plus rapidement possible. Et beaucoup comptent pour cela
sur leur nouveau maire, le très populaire Siméon Flessière, qui à 68 ans a su habilement regrouper autour de lui toutes les tendances socialisantes jusqu'au plus extrême. Il gardera la mairie 10 années jusqu'à sa mort. Leur espoir ne fut pas déçu. La nouvelle municipalité aussitôt installée décida la reconstruction du Grand Théâtre. Le bâtiment ne conserva de l'ancien que la colonnade et le péristyle demeuraient intacts. Et c'est le plan proposé par messieurs Henri Hébrard, Gaston Castel et Georges Raymond qui fut adopté en juillet 1921. Les travaux commencèrent peu de temps après et de nombreux artistes participèrent à l'embellissement du nouveau théâtre parfaitement représentatif de la période Art déco qui se développa dans tout le pays dès le lendemain de la guerre. L'un des 3 architectes du nouveau Grand Théâtre, Gaston Castel, natif de Pertuis, possédait un point commun avec Rémy Boisseau. C'était lui aussi une gueule cassée. Mobilisé en août 1914, alors qu'il terminait ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris et qu'il était lauréat du second Grand Prix de Rome en architecture, il avait été nommé sous-lieutenant en septembre et avait fait montre d'un grand courage sur le front. Très gravement blessé dans les Hauts-de-Meuse, il racontera lui-même le 22 novembre, après avoir regardé son visage pour la première fois depuis son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne de Saint-Mihiel, en zone occupée, « J'ai entrevu ma blessure. C'est un gros trou. La dame de la Croix-Rouge qui m'a reçu venant du champ de bataille m'a dit « Vous êtes méconnaissable. Impossible de vous donner un âge. Votre joue droite pendait, votre mâchoire était à nu. On n'a pas pu vous endormir, 6 personnes vous tenaient. On a fait 2 sutures d'artère. Un grand docteur vous a soigné. Ah, ça va bien mieux à présent. » Nommé architecte adjoint du département architecture des Bouches-du-Rhône en 1921, Gaston Castel participera à la renaissance de l'opéra et il réalisera par ailleurs le monument aux morts de l'armée d'Orient et des terres lointaines en 1927 avec son ami Antoine Santorio. Situé sur la corniche, cet arc gigantesque dénommé la Porte de l'Orient est classé au titre des monuments historiques depuis 2011 et l'un des rares monuments, peut-être le seul, consacré en France à l'armée d'Orient. Rémy Boisseau rencontrera Gaston Castel en juillet 1921 lorsque son plan de reconstruction de l'opéra fut adopté par la municipalité. Les 2 hommes, qui avaient tant souffert dans leur chair de la guerre et en portaient les stigmates sur le visage, sympathisèrent aussitôt et en avril 1927, Gaston Castel invita Rémy pour l'inauguration par le président de la République, Gaston Doumergue, du monument aux morts des armées d'Orient, dont il fut le principal maître d'œuvre. C'est à la fois en tant que gueule cassée et qu'ancien combattant de l'armée d'Orient que Rémy Boisseau prit place avec Caroline à ses côtés, au milieu des nombreux anciens poilus échappés comme lui de l'enfer du front d'Orient, dont on ne peut que regretter que son rôle majeur dans la Première Guerre mondiale soit souvent ignoré des Français. Pour en revenir au nouvel opéra, les travaux dirigés par Gaston Castel seront réalisés en 3 ans et demi. Et à la joie immense et au grand soulagement des Marseillais, ce 4 décembre 1924, Sigurd, l'opéra de Reyer, interprété par le ténor Georges Cazenave, inaugura le nouveau temple marseillais de l'art lyrique. Léon Campagnola était là, et il interpréta une nouvelle fois la Marseillaise, avec autant d'émotion qu'en mars 1915. En pénétrant dans la grande salle constituée d'un orchestre au niveau de la scène, de 2 balcons,
d'un amphithéâtre vertigineux et de baignoires latérales et qui contenait 1823 places, M. Pesque, l'ancien concierge, n'en croyait pas ses yeux. Et il finira par s'effondrer en larmes dans les bras de Rémy Boisson. Gaston Castel avait choisi de dégager un maximum l'espace et de réaliser 3 étages de gradins sans piliers souteneurs, tout en optimisant les possibilités du béton armé. La scène en lame de bois de 4,5 cm d'épaisseur, seul élément classique de l'opéra, était construite à l'italienne, c'est-à-dire légèrement inclinée vers le public, qui était absolument ravi. Et il faut préciser d'ailleurs que ce sera l'une des dernières scènes à être constituée de cette façon. Au cours de cette soirée exceptionnelle du 4 décembre 1924, furent invités, selon les vœux de la municipalité, les Marseillais, favorisés par un tirage au sort, effectué d'après les listes électorales, ainsi que ceux qui avaient participé à l'édification du théâtre. La municipalité, maire en tête, était quant à elle reléguée au paradis, ou au poulailler. Place d'abord aux artistes, à la musique et aux Marseillais. L'histoire de l'opéra municipal de Marseille commençait ce jour-là. Et tel un vaisseau amiral, celui-ci allait se lancer dans une nouvelle et glorieuse aventure qui se poursuit encore de nos jours. Je vous remercie.